Quand j'étais petit, je croyais qu'il fallait aller à l'école pour connaître le mode d'emploi de la vie. Des gros livres de recettes qui avaient été écrits par des gens très savants et qu'on devait apprendre par cœur. Et quand on était capable de les réciter, comme on récite le lièvre et la tortue, on nous donnait un certificat qui signifiait qu'on était dès lors un homme adulte, grand comme papa, prêt à vivre comme il fallait. Il ne m'a pas fallu 107 ans pour comprendre que la vie n'est pas une copie à recopier, mais une partition à inventer chaque jour, à chaque pas. À l'école, je n'ai pas souvenir d'avoir appris quelque chose de la vie. Si, j'ai appris à être un cancre, comme la plupart de ceux qu'on élève en batterie, pour en faire des bons petits citoyens, avec un cerveau bien encombré de jolis petits tiroirs, dont la plupart sont pleins de gadgets, et dont la seule utilité est d'alourdir la marche. C'est après le catéchisme et l'école, en parcourant le monde, que j'ai commencé à apprendre et à comprendre, si tant est qu'on puisse comprendre quelque chose. Je me souviens de ce proverbe arabe qui situe le paradis sur la terre, dans 3 domaines, sur le dos d'un cheval, entre les seins d'une femme, dans les pages d'un livre, autrement dit, l'aventure, l'amour et la connaissance. Je l'ai adopté, j'en ai fait mon étendard, mon évangile, et j'ai appréhendé le monde avec l'appétit d'une bête vorace, comme s'il avait été une grosse citrouille qu'il fallait dévorer tout entière, à s'en faire péter les boyaux. Et puis j'ai compris que ce que je cherchais à en perdre haleine était ailleurs. Après 2 ou 3 tours du monde, sans presque toucher terre, j'ai opté pour des pérégrinations plus intérieures. J'ai acquis un lopin et m'y suis fixé, et j'ai bâti ce que je croyais être mon palais idéal. Dans ce palais, riche de vide, encombré de rien, j'ai voyagé dans un autre espace et dans un autre temps. Je suis allé à la rencontre d'hommes qui avaient vécu il y a 30 ou 40 000 ans. J'ai rencontré les hommes de Chauvet, ceux de Stonehenge, ceux du Messac. J'ai vécu quelque temps avec les Pancous, j'ai partagé leurs rites et leurs croyances. J'ai adoré leur divinité. J'ai rencontré Georges Planchet, l'inventeur du Judas portatif, et Philibert Joannin, celui du sèche-larmes. J'ai côtoyé Sisyphe, j'ai célébré Gaïa. Ainsi, j'ai visité les creux de l'histoire, me suis appliqué à en combler quelques lacunes, quelques oublis, illusoires bien sûr, comme si l'histoire, loin d'être pleine d'elle-même, avait été farcie de béances et laissé en chemin des tas de possibles. De ces fissures imaginaires, de ces vides, qui étaient sans doute aussi les miens, j'ai tiré un peu de ce qui n'était pas et qui demandait à être. Je savais, comme Rilke, que les choses sont sans espoir, mais qu'il faut tout faire pour les changer. Pour la première fois, comme Adrien, je me suis senti responsable de la beauté du monde. Oui, rien que ça. En même temps, comme Pontalis, j'ai réalisé que changer, c'est d'abord changer de point de vue. Et que rendre plus beau le monde, ce n'était pas brandir des pancartes ou rédiger un manifeste, c'était d'abord le regarder autrement, le peindre avec des couleurs qu'on devait tirer de soi. Dans ce voyage, j'ai touché à presque tout, exploré même des galeries qui étaient des impasses. En réalité, ces galeries menaient quelque part, mais je n'allais pas assez loin pour le savoir. Il y a toujours quelque chose à découvrir quand on va au bout. Mais quand on va au bout, ce qu'on découvre, on le détruit. J'ai appris aussi qu'on doit avoir des rêves assez grands pour ne pas réussir à les réaliser. Mon palais idéal, je voulais qu'il soit comme un antidote, un rempart contre les soi-disant laideurs du monde, les odeurs de poudre, les vociférations, la fumée des bûchers, les pollutions, les dévastations. Je crois que j'y croyais. En tout cas, je faisais bien semblant. Je trichais avec la raison, avec la doxa, avec les habitudes de penser que le monde réfléchissait à tous les coins de rue et qui nous pénètre jusqu'en dedans des os. J'ai appris qu'on ne découvre que ce qu'on est capable d'inventer. Rien n'est caché hors de nos cavernes. Un artiste ne découvre pas l'Amérique, il l'invente. Il dépasse des limites que sa culture a bitumées à l'intérieur de lui. Il n'apprend pas à construire des maisons ou à écrire des livres. Il apprend à désapprendre pour se rendre libre d'inventer, là où d'autres piétinent et répètent des gestes d'une génération à l'autre, et se réchauffent des plats d'avant-hier pour en faire des conserves qu'ils mettent dans des musées. Je me suis même essayé au commerce, pas longtemps, juste assez pour me rendre compte qu'il valait mieux laisser ça à d'autres, d'autant qu'il y a pléthore de main-d'œuvre en cette matière. L'idée même qu'il faille vendre ce que l'on crée me coupait l'appétit. De même, cette notion, unanimement admise, qu'il est bien de vivre de son art. Non,
On doit être prêt à mourir pour lui, c'est-à-dire s'y consacrer comme à un sacerdoce exigeant, rigoureux et qui coûte, et donc renoncer à l'existence profane, la sacrifier même. J'ai aussi un peu emmerdé le monde. On emmerde le monde quand on y voit des points noirs, des verrues, des furoncles qui puent à 10 kilomètres et qu'on voudrait faire disparaître. Et j'ai entendu la voix du grand inquisiteur, comme dans les frères Karamazov. Pourquoi es-tu venu nous déranger? Car tu nous déranges, tu le sais bien. Mais sais-tu ce qui arrivera demain? Je ne le savais pas, mais je l'ai appris, au son d'une rumeur qui montait et qui avait des accents de lapidation. J'ai appris qu'on pouvait se permettre toutes les transgressions du monde, mais à condition de rester dans l'espace autorisé, circonscrit, où tout le monde joue le même jeu, en connivence, main dans la main, artistes, marchands, critiques, institutionnels barrés de tricolore, ostrogoths de la grande distribution, enfin tout ce beau monde érigé en système, et dont les préoccupations et les valeurs sont aussi lointaines de l'art qu'Uranus l'est du soleil. En fin de compte, ce palais idéal n'a eu d'intérêt pour moi qu'en tant qu'objet de recherche. Il a compté au moment où je souffrais et m'exaltais pour la coucher, comme toute œuvre compte pour l'artiste au moment où il est aux prises avec elle. L'œuvre, une fois achevée, doit être livrée au monde, comme on pose une pierre qui ne nous appartient plus. Si le monde en veut, il la prend. S'il n'en veut pas, il la laisse. On doit pouvoir dire « j'ai fait ma part », même si on a le sentiment, amer, que l'essentiel nous a échappé, que ce qu'on voulait saisir relevait de l'inatteignable. À présent, je vais retourner d'où je viens, dans le sein de ma mère, la terre. Elle saura me recycler, elle saura faire des poireaux et des fougères de cette carcasse d'emprunt qui a assez trépigné.